Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Aïda qui va nous parler de ses tentatives pour réduire son impact écologique. Bonjour Aïda. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? J'ai 35 ans, je suis une femme vivant en France. J'ai toujours vécu en France. J'ai un fils adolescent, en pleine crise. Et je suis une scientifique et je m'intéresse énormément aux questions de écologie, féminisme, anticolonialisme. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a déclenché ta prise de conscience écologique? Je dirais que c'est la naissance de mon fils. Avant ça, bon, j'étais jeune. J'ai une sœur qui s'y intéressait pas mal, mais sur des petits actes tels que le recyclage par exemple, ou le ramassage de déchets. À la naissance de mon fils, je me suis questionnée sur, tout d'abord sur son éducation. J'ai eu quelques soucis à sa naissance, j'étais un peu perdue. Et je me suis rapprochée de groupes sur des forums, de groupes de mamans, c'était je crois maman naturelle, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était très axé sur la pédagogie bienveillante, l'éducation positive. Bon, j'ai fait de mon mieux, hein, je sais pas si c'était ultra positif. Et puis, de fil en aiguille, quand on se questionne sur comment apporter le meilleur à son enfant, ben, il y a l'éducation, il y a l'alimentation, comment faire pour ne pas trop pourrir son corps. Et puis ensuite, on se questionne sur l'environnement parce que ben, cet enfant va vivre dans le monde, on va lui laisser ce monde-là. Et comment faire pour ben, que ce monde soit accueillant. Donc je pense que voilà, c'était un tout. C'était d'abord l'éducation positive et ça m'a mené vers la cause environnementale. Ok, c'est intéressant. Euh, alors, on parle de plus en plus d'éco-anxiété. Est-ce que tu te sens concernée par ça? Et est-ce que tu pourrais déjà définir ce terme? En quelques mots, je dirais que l'éco-anxiété, c'est l'anxiété causée par les problèmes écologiques et la cause environnementale. En ce qui me concerne, oui, je pense que j'en souffre énormément. J'ai commencé une psychothérapie à ce sujet justement pour essayer de m'en sortir, car cela a pris des proportions euh, vraiment énormes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense que l'élément déclencheur de cette éco-anxiété, ça a été quand j'ai décidé de coudre moi-même mes vêtements. Au départ, je les cousais parce que ça me permettait de porter ce qui me faisait plaisir, des vêtements parfaitement adaptés à ma taille. Et puis j'ai pris connaissance de ce que devenaient nos vêtements quand on ne les porte pas. Je croyais très naïvement que lorsqu'on se sépare de nos vêtements dans des bornes de recyclage par exemple, qu'ils étaient soit recyclés en revêtements par exemple pour le sol ou pour la construction quand ils étaient abîmés, ou alors donnés à des personnes nécessiteuses. Et du coup ça nous donne bonne conscience de manière générale. Quand on met nos vêtements dans une borne, on se dit ah bah, c'est bien ce que je fais, je sauve la planète, je suis une bonne personne, je suis charitable, etc. Et c'est très déculpabilisant en fait, et ça encourage même à racheter et à redonner quand on ne veut plus porter. Alors c'est pas quelque chose que je faisais, mais bon, je n'avais pas du tout mauvaise conscience en me séparant de mes vêtements. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un reportage. Si, je ne sais plus si j'ai le lien, mais en cas, si je le Tu retrouve. me le donneras si tu le retrouves et Voilà, je le partagerai. c'est ça. Pour moi, ça a été une révélation. Alors, il y a aussi des livres qui parlent de ça. Voilà, ça, on peut trouver des ressources sur Internet, hein, même si je ne retrouve plus le reportage. Euh, et donc, oui, j'ai découvert que nos vêtements ne finissent pas forcément au bon endroit. Déjà qu'ils voyagent énormément en Europe, en Belgique par exemple, dans des entrepôts. Que ensuite ces vêtements sont envoyés notamment en Afrique, plutôt Afrique subsaharienne, dans des gros colis. Et des personnes sur place, souvent des femmes d'après ce que j'ai pu voir, rachètent ces colis sans pouvoir accéder sans pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elles l'achètent au kilo On s'achète des ou au lots. ballotin, voilà. Mm. Et oui, c'est ça.
Et puis, et puis ensuite, elles ouvrent leur colis surprise et puis elles espèrent revendre, ou ils espèrent, mais bon, il me semble que c'est plutôt féminin comme métier, ils ou elles espèrent revendre ensuite ces vêtements à l'unité dans leur pays. Et c'est un business qui est extrêmement développé dans certaines régions. C'est pas une ou deux personnes qui vont faire ça, ce sont des tonnes et des tonnes de vêtements qui sont exportés ainsi. Nos poubelles, en fait, arrivent en Afrique. Et ces personnes qui ouvrent ces colis vont croire que, voilà, espèrent qu'une bonne partie de leurs vêtements vont pouvoir être vendus. Malheureusement, comme les tissus sont de plus en plus mauvaise qualité, on est en plein dans la fast fashion avec des vêtements qu'on porte une fois ou deux, qui se déchirent, l'élastique qui lâche. Bref, ce ne sont pas des vêtements portables sur la durée. Évidemment, quand on envoie ces vêtements là-bas, les vêtements ne sont pas plus portables par des Africains que par nous. C'est pas parce que ce sont des pays du tiers-monde qu'ils ont envie de porter des vêtements qui ne tiennent pas à la taille ou qui sont ridiculement cousus ou peu importe. Voilà, donc, et du coup, ces personnes, ces femmes et ces hommes qui achètent ces vêtements ne peuvent pas vendre la totalité et une bonne partie finit dans des décharges à ciel ouvert. Ces décharges à ciel ouvert atterrissent dans l'eau, dans l'océan. Donc ça pollue les océans, ça pollue les terres, ça pollue les paysages, ça fait des... Enfin je veux dire, personne n'a envie de vivre dans une poubelle géante en fait, tout simplement. Ce sont des tissus qui ne sont pas forcément recyclables. Il suffit d'avoir des mélanges de textiles avec par exemple de l'élastane pour que le vêtement ne soit plus recyclable. Donc que faire avec ces vêtements? Et en fait nous, là maintenant, on envoie nos poubelles ailleurs parce qu'on n'a pas envie de les voir, parce que c'est plus facile ainsi. Et autant je refuse que l'on me fasse des reproches sur le passé colonial de la France parce que moi je n'étais pas née tout simplement et que je trouve ça profondément injuste. Alors oui, c'est vrai que les pays du tiers-monde ont pris un certain retard dans leur développement à cause de la colonisation, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas ma faute à titre personnel. Par contre, chaque fois qu'un vêtement est envoyé en Afrique, chaque fois qu'un pot de yaourt est envoyé en Asie aussi, j'ai l'impression de coloniser. Et finalement, cette nouvelle colonisation, on n'envoie plus des hommes armés, ou peut-être, enfin on le fait peut-être, mais là c'est pas la question, on envoie nos poubelles. On envoie des poubelles. Voilà. Et je trouve ça tellement terrible, mais je veux dire, à en pleurer, quoi. Je suis figée, je suis là, je me dis, mais non, je peux pas acheter de sous-vêtements. J'ai plus de culottes, mais je peux pas en acheter parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire de mes vieilles culottes? Elles vont partir en Afrique, c'est terrible. Voilà, et je suis bloquée à ça, donc oui, mon éco-anxiété est extrêmement développée. Donc du coup, j'ai décidé de coudre tous mes vêtements. Quand mes vêtements deviennent trop serrés, j'essaie de les allergir en rajoutant plus de tissu sur les côtés pour pouvoir rentrer. Mais attention, il faut pas que ce soit ridicule, parce que je refuse d'être ridicule. Quand j'ai des chutes de tissu, c'est-à-dire quand je coupe mon tissu et qu'il me reste des tout petits morceaux de tissu, mais j'ai tellement peur que ça finisse en Afrique, ou ailleurs, hein, mais en Afrique notamment, j'ai tellement peur que ça finisse au mauvais endroit, que je garde absolument tous mes petits bouts de tissu, même des bouts de tissu qui font 1 cm², je les garde. Je me dis, c'est pas grave, je pourrais faire un coussin avec, mais à un moment donné, quand on a assez de coussins... Donc ça prend vraiment beaucoup de place dans ta vie, en fait. Ça prend mon salon, ça prend ma chambre, ça prend sous mon lit, ça prend... Beaucoup de place, et dans ma tête et aussi. Dans ta tête aussi. Quand je rentrais du travail, je travaillais à temps plein jusqu'il y a peu, et que je me retrouvais avec, je sais pas, j'avais besoin d'un t-shirt par exemple, pour le lendemain. C'était absolument indispensable parce que, je ne sais pas, mon unique t-shirt était à laver, et je devais faire du sport exceptionnellement, et il me faut un t-shirt. Il est 22h40. J'ai à peine mangé et j'ai couché mon fils. Et je suis épuisée parce que j'ai eu une journée extrêmement longue. Et je regarde toutes mes chutes de tissu, je me dis, mais non, mais il me faut un t-shirt. Je peux pas acheter un t-shirt parce qu'en plus, mon t-shirt, il aura été fabriqué dans des conditions, j'en ai pas parlé. Il aura été fabriqué dans des conditions terribles, avec, que ce soit pour la culture du coton, quand c'est du coton, parce que souvent ce n'est pas que du coton, l'utilisation du pétrole quand ce n'est pas que du coton. Même le coton, ça utilise écologiquement parlant énormément d'eau. Les personnes qui travaillent là-bas sont peut-être pas des esclaves, mais on n'en est pas très loin en fait. C'est des conditions humaines Les teintures, c'est juste terrible.
il n'y a pas une famille où il n'y ait pas un malade dans les régions de teinture. Les enfants sont malades des produits utilisés dans les teintures. Ils développent des cancers dès leur plus jeune âge. Mais c'est horrible. Je pense qu'on n'est pas assez informé sur le sujet. Hein. C'est pas quelque chose. Par exemple, moi, les teintures, c'est pas quelque chose que je connaissais personnellement. C'est vrai? Non, je connaissais pas ça. Bon, on en reparlera en privé. Mais alors, je sais pas. Personnellement, je pense que... Je ne veux pas avoir l'air jugeante, d'accord? Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller chercher aussi l'information. Ah oui, peut-être on a trop d'informations et qu'on ne sait pas vers quelle information se tourner. Je pense qu'on a trop d'informations. Voilà, c'est peut-être ça le problème, parce que l'information, elle est là désormais. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans, ou non plus, parce qu'Internet, c'était déjà là il y a 20 ans, ça me vieillit. Il y a 40 ans, on n'avait pas accès à tout ça. Voilà, 40 ans, 30 ans, voilà, on n'avait pas accès à tout ça. Là maintenant, il y a quand même eu un vrai réveil et énormément de ressources, vraiment. Mais je reconnais que oui, peut-être qu'on est submergé par l'information et peut-être aussi qu'on nous oriente vers les mauvaises informations. C'est tellement plus facile pour les politiques de nous dire oh, regardez ce groupe de mauvaises personnes étrangères, tirez-leur dessus, chassez-les. Comme ça, on regarde pas les vrais problèmes. Bon, je suis mauvaise quand je dis ça, mais voilà, on nous fait regarder dans une autre direction. Mais non, les ressources existent. Il faut les chercher un tout petit peu. Il faut il faut aller les chercher. Elles viennent pas forcément à nous, en fait. Mais elles sont faciles d'accès. Voilà, donc en cas, voilà, pareil, quand j'ai des ressources, je sais pas si on peut rajouter des ressources en fin de podcast. Si, je pourrais les rajouter. Mais même après coup. Si, je pourrais les rajouter. Ok, bon, bah je peux faire ça chaque fois que je vois une ressource intéressante. Voilà, donc en fait, je me retrouvais à minuit en train de coudre mon t-shirt là, et puis en plus, je veux des finitions parfaites, parce que si jamais je veux m'en séparer, il faut que les coutures tiennent très bien. Donc, je prends énormément de temps pour faire des finitions parfaites, comme ça, si mon t-shirt atterrit en Afrique, il sera porté. Donc en fait, c'est devenu terrible. J'ai fait une dépression, mais vraiment liée à l'épuisement. Je me suis effondrée, je ne pouvais plus me lever. Déjà, j'allais au travail en pleurant. Ça, c'était le premier signe. Tout le monde m'a vu pleurer dans la rue, dans mon quartier, partout. Donc ça, c'était le premier signe que je n'ai pas écouté. Et puis ensuite, j'ai continué comme ça, et je me suis effondrée, et je n'ai plus pu me relever. Et je pensais pas qu'on pouvait tomber si bas. On a tous des problèmes dans la vie, je veux dire oui j'ai d'autres problèmes, mais je suis convaincue que cette anxiété liée à mon impact sur l'environnement est ce qui me fait plonger le plus. Parce que je suis désormais incapable de chercher du travail. C'est même pas je ne trouve pas de travail, je ne peux pas chercher du travail. Dès que j'ouvre LinkedIn par exemple, et que je vois les offres, chaque offre je me dis oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un impact négatif sur l'environnement, peut-être que tu vas participer à quelque chose de néfaste, peut-être que tu vas détruire le monde, peut-être que... C'est vraiment lourd, quoi, c'est lourd, mais en même temps, je crois pas être dans le faux, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un monde qui nous... On est sans cesse encouragé à mal agir, entre guillemets, parce que c'est là que va l'argent, tout simplement. Et je suis encore en train de chercher ma voie, et voilà, j'espère que cette psychothérapie m'aidera à savoir à comment m'orienter sans perdre mes valeurs, sans perdre de vue l'essentiel, mais en parvenant quand même à vivre correctement. Avoir une vie agréable, au moins. Arriver à vivre de manière quand même plus ou moins agréable et à apprécier la vie. Parce que c'est pas censé être une torture permanente, en fait, c'est surtout ça. En fait, oui, mais en même temps, je suis au point de me dire, mais non, tu peux pas avoir une vie agréable, c'est impossible. Parce que sans cesse, comment être bien quand tu sais que rien ne va. Voilà, j'en suis à ça, donc clairement j'ai un problème, hein, ne suivez pas mon exemple. Voilà, donc on parlait d'éco-anxiété, vous avez un super exemple. Donc voilà, donc là tu as bien répondu à la question. Du coup, moi j'ai une question un petit peu pour... pas pour finir, c'est pas la dernière. Mais pour dédramatiser voilà, ce que je viens de dire, là. Je sais pas. On va parler, donc tout ça, ça a commencé avec la naissance de ton fils. Ouais. Donc je suppose qu'il a eu une éducation très bienveillante et consciente. J'ai essayé. Voilà. C'est pas parfait. Et donc maintenant, quel âge a ton fils? Il a 13 ans. Il a 13 ans, donc en pleine crise d'adolescence. Ouais, il a commencé tôt. Mais là, il était précoce sur d'autres choses, mais il est aussi précoce sur sa crise. Donc et alors du coup... où il en est, lui? Est-ce qu'il est conscient, comme toi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il est reconnaissant pour les efforts que tu as fournis? Est-ce qu'il est conscient des problèmes écologiques? Et
et voilà, en fait. Qu'est-ce que ça a eu, cette éducation? Quel impact ça a eu sur lui? J'ai envie de rire. Parce que, De bon, rire ou de pleurer? bah, je préfère rire que pleurer, clairement. Enfin, non, bah, j'essaye en tout cas, clairement. J'essaye de rire plutôt qu'en pleurer parce que, voilà, vous n'avez pas envie de m'entendre pleurer. Mais, bon, bah, on se connaît dans la vraie vie. Donc, en fait, c'est une question qui était plus pour vous. Et, non, c'est juste terrible. Il y a zéro reconnaissance. C'est juste. Oui, bon, ça joue aussi sur mon état moral. Mais bah, pour la peine, j'essaie d'éduquer un être humain, bah, déjà en bonne santé, malgré l'environnement dans lequel on vit, mais aussi conscient des enjeux. Quand il était petit, on allait ramasser les déchets sur la plage, soit seul, soit avec, dans une association, sans être adhérent, quoi, de manière. Enfin, c'était un acte citoyen, tout simplement. On faisait attention à plein de choses, c'était bien, et je n'étais pas consciente que c'était un bon moment. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais pour la peine, on n'est jamais, on se rend pas compte de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Et non, on est arrivé à un point où bah, il me déteste, littéralement, pour... Ça, ah, c'est la crise d'adolescence, en mais fait. Mais en tellement fait, violente. il rejette Tout ce tes que je suis, efforts, en fait. tout Ouais. ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je représente. Est-ce que tu penses qu'il va dans une voie complètement opposée à celle que tu as voulu lui transmettre? Oui, totalement. Alors, je ne comprends pas trop si c'est juste la crise qui fait que il veut être l'opposé de ce que je suis, alors qu'avant il voulait être ce que j'étais, c'est peut-être ça. Ou bien c'est ses fréquentations. Alors, je ne dis pas qu'il a des mauvaises fréquentations, mais c'est vrai qu'il a entouré d'enfants qui sont beaucoup plus libres, que ce soit dans leur choix vestimentaire, dans leur alimentation. Il y a quand même pas mal de Il y a fast-food. une frustration, alors, peut-être. Extrêmement il est extrêmement frustré, il compare énormément, et puis, bon, on n'a pas parlé de ça, mais il est quand même entouré d'enfants qui ont davantage de moyens aussi financiers, et bon, on sait que plus on est riche, plus on pollue. C'est, je sais pas si c'est linéaire ou exponentiel, je sais pas, mais en tout cas, il y a une corrélation entre la richesse de l'individu et la pollution qu'il émet. Donc ben, nécessairement, naturellement, on va moins polluer parce qu'on a moins de moyens que les familles de ses amis. Mais je pense que nous, on est encore plus conscients de ça. Et bon, c'est vrai que avant, il râlait quand je réparais ses jeans. Ça, c'est terminé maintenant. Hein. Je veux dire, je ne peux plus toucher à ses vêtements, c'est trop la honte. Et d'ailleurs, pour lui, cuisiner à la maison, justement pour avoir des aliments sains, même quand c'est des bonnes choses, de bons gâteaux, ou lui coudre des vêtements, et je couds très bien, donc ce n'est pas ridicule ce que je fais. Hein. C'est un vrai rejet, en fait. C'est un truc de pauvre pour lui. Il le dit à ses amis sur un ton un peu gêné et ouais, sur un ton d'excuse. Ouais, je suis désolée, franchement. Ouais, ma mère, elle a fait un gâteau. Ma mère vous a fait des cookies. Je suis désolée, c'est un truc de pauvre. J'ai tellement honte. C'est pas gentil. C'est très méchant. Bon, on va espérer que ça va passer, qu'il est en pleine crise et que toutes les petites graines que tu as plantées vont pousser et vont fleurir. Ouais, Et j'espère vont qu'il va donner des sortir de bons sa fruits. chrysalide. Voilà, Il c'est sera ça. un beau papillon. Un beau papillon. Pour l'instant, c'est une chenille pas très belle. Hein, mais bon. On espère. Euh, Merci beaucoup, Aïda, pour ton témoignage. C'est toi. Pour terminer, je vais te demander si tu aurais un conseil pour les personnes qui ne sont pas aussi impliquées, aussi engagées, aussi conscientes. Donc un conseil qui ne soit pas trop lourd à mettre en place, mais qui pourrait avoir un impact quand même sur l'environnement. Euh, Ben, un premier serait, je pense, de consommer local le plus possible. Alors, on peut pas tout consommer local. Personnellement, moi, je mange des bananes, ça pousse pas là où je vis. Mais essayer de consommer le plus local possible. Bah, ma soeur m'avait envoyé il y a très 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 longtemps, m'avait partagé une image sur Facebook. C'était une illustration où c'était écrit je n'aime pas les tomates qui voyagent plus que moi. Je trouve que ça résume bien les choses. J'essaye de limiter au strict nécessaire mes déplacements en avion. Je suis pas très contente quand mes fruits et légumes ont fait le tour de la planète, alors qu'elles ont poussé à côté de moi. Hein. Je veux dire, c'est ça le pire. C'est que du blé, il y en a pas loin de chez moi. Des tomates, bon, un peu plus loin, mais pas trop loin. On a ce qu'il faut. On a vraiment ce qu'il faut.
Et puis c'est pas grave si j'ai pas de tomates en hiver. Enfin je veux dire, je les apprécierai 10 fois plus en été. Et là pour la peine je commence à vraiment les apprécier. Mais ça déjà. Et puis moi j'aimerais rajouter... Ah oui, non, j'ai oublié de dire une chose. On a souvent tendance à dire que consommer local, ça coûte cher. Et que du coup ce n'est pas à la portée de toutes et de tous. Alors, oui et non. Quand vous êtes vraiment très pauvre et que vous êtes dans une démarche juste de survie, survivez et c'est pas à vous de faire l'effort en fait parce que la charge doit aller sur les personnes qui en ont les moyens. Mais si vous avez une façon de vivre qui est correcte en fait, vous ne mourrez pas de faim, vous avez un toit, vous avez ce qu'il faut pour vivre et qu'il faut juste choisir vers où s'orienter, on trouve des produits locaux. Alors peut-être un petit peu plus cher que ceux qu'on trouve dans le discount. Pas évidemment. forcément en plus. Pas forcément. Non, pas forcément. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un primeur qui vend des produits locaux qui sont meilleurs parce qu'ils sont locaux et qui sont moins chers que dans la grande distribution tout en étant meilleurs. Donc pas forcément. Bon, c'est une bonne surprise, mais c'est parce que ce sont des fruits et légumes qui sont pas très beaux. Ouais. Ils sont bons. Un peu difformes, un peu trop gros, un peu trop petits, voilà. Le pauvre. Mais donc pas forcément. Ouais, pas forcément. Mais voilà, il y a plein de systèmes. Avec le bouche à oreille, en fait, il faut parler autour de soi, demander un petit peu est-ce que tu sais où est-ce que je peux acheter? Par exemple, acheter chez un producteur directement, voilà. Qui, pour ne plus avoir d'intermédiaire dans la distribution, ça peut faire gagner de l'argent. Et puis voilà, se contenter de ce qu'on a dans notre région ou dans notre pays. Vous allez aussi loin que vous voulez, hein. C'est pas forcément les 10 kilomètres autour de vous. C'est à vous de décider de ce qui est correct ou pas, hein. Il n'y a pas de police de la consommation. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et moi j'aimerais rajouter quand même une chose, Bien sûr. même si on m'a dit un seul point. Non, non, vas-y. C'est par rapport à l'habillement parce qu'on en a beaucoup parlé. Et que là, on est à une période... alors moi, quand j'étais petite, je pense qu'il y avait que 2 ou 3 saisons par année dans l'habillement. Je veux dire, on ne changeait pas, on n'avait pas de nouvelles saisons. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Il y avait les principalement hiver et été, en Ouais, fait. je crois. Ouais. Je m'en souviens plus très bien, mais dans mes souvenirs, c'était comme ça. Et puis là, on est passé, je ne sais plus depuis quand, je n'ai pas vu venir cela, mais quasiment toutes les semaines, il y a de nouveaux arrivages. Je ne sais même plus à combien s'élève le nombre d'articles différents dans chaque grande surface, Zara, Primark, autre. Bon là, je leur fais pas de la pub, hein, je précise, c'est pas là qu'il faut aller. Mais il y a énormément de vêtements et sans arrêt, on nous montre de nouvelles pièces. Voilà, la nouvelle tendance, c'est le léopard. Mais dans un mois, ce sera fini le léopard. Hein, voilà. Le rose fuchsia ou le jaune fluo ou des coupes. J'ai envie de dire, bon, c'est pas grave si on n'est pas à la mode. Enfin, à la dernière page, quoi. Parce que c'est plus possible de suivre, en fait. C'est impossible de suivre la mode. Et puis, la mode, c'est cyclique. Donc, en fait, ce que vous portez aujourd'hui, qui sera démodé dans un mois ou dans 6 mois, je sais pas, ce sera à la mode dans quelques années de nouveau. Donc, finalement, au lieu de vous dire que vous êtes démodé en portant, je ne sais pas, quel vêtement, votre jupe longue ou votre pantalon, patte d'éléphant, j'exagère un peu, dites-vous que vous êtes avant-gardiste et que vous lancez une mode qui sera la mode dans pas très longtemps. Voilà, donc du coup, gardez vos vêtements et en fait, portez ce que vous aimez, ne suivez pas la mode et déjà, voilà. Si vous ne cousez pas, si vous ne pouvez pas acheter des vêtements conçus de manière éthique, qui coûtent extrêmement cher et que je ne pourrais moi-même jamais porter et acheter, en fait juste gardez les vêtements que vous aimez dans lesquels vous êtes confortable et puis voilà. C'est assez facile à mettre en place. Je te remercie beaucoup Aïda. Merci à toi. On se retrouve bientôt pour une discussion intéressante comme ça. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.